J'ai pas grand-chose under my skin. Salut, je m'appelle Sophie et je suis BDiste. Un frame de Alley Cat avec un beau sourire. Juste 3000 de marge sur ma visa. Et le poids du monde sur mes épaules pour te faire jouir. Ouh. J'ai commencé à faire de la bande dessinée quand j'avais 17 ans. Au départ, c'était vraiment pour emmerder mon grand frère, qui avait commencé un club de bande dessinée avec son meilleur ami, dans lequel il faisait des bandes dessinées à propos de leurs enseignants de 5e année, que j'ai jamais eu. Je vous dirai pas à quelle école, parce que peut-être qu'il y en a qui s'en souviendraient. Mais oui, donc je voulais vraiment faire partie de ce club de bande dessinée-là. Donc j'ai commencé à faire des bandes dessinées à propos des enseignants de 5e année à mon grand frère, que j'ai jamais rencontré. Rapidement, je suis devenue celle qui faisait le plus de bandes dessinées dans le club, si bien que des gens que je connaissais pas avaient vu mon travail passer à l'école à mon grand frère, puis qui étaient juste passés dans les classes ou des choses comme ça. Et c'est quelque chose qui m'avait donné beaucoup d'estime de moi-même à ce moment-là. Je me faisais beaucoup intimider à l'école. On me niaisait beaucoup à cause de mon expression de genre. J'étais pas mal la weirdo de la classe, pas mal tout le temps. Et donc, ça a beaucoup été mon refuge, la bande dessinée, pour juste passer à travers l'école. À ce moment-là, j'écoutais beaucoup de dessins animés. Je consommais énormément de bandes dessinées également. J'étais une avide lectrice de bandes dessinées plus européennes. Pas tant de super-héros, mais beaucoup plus des univers plus fantastiques, Disney, des affaires comme ça. C'est ce qui m'a vraiment accroché à l'époque. Jusqu'à temps que je fasse mon coming out. Quand j'avais 13 ans, j'ai commencé à m'afficher davantage et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à rechercher plus de matériel dans lequel il y avait des personnages qui me ressemblaient, dans lequel je pouvais me reconnaître. C'est-à-dire que ça a été un besoin que j'ai eu très jeune de lire des histoires à propos de personnages dans lesquels je pouvais me reconnaître, excepté qu'à partir de 13 ans, donc, j'ai surtout recherché des histoires dans lesquelles il y avait des personnages trans, des personnages LGBT en général. Ça se trouvait surtout dans les mangas, en fait, dans les mangas japonais. C'était très rare, évidemment, dans ce qui se faisait mainstream en Amérique du Nord. C'est beaucoup ce qui m'a amené à m'intéresser à la culture DIY, aux zines, à tout ce qui se fait underground sur la scène punk. C'était là qu'on voyait des personnages queer, des personnages trans. Je pense à Alison Bechdel, qui a été vraiment mon premier ma première vraie influence. Alison Bechdel, qui a commencé son travail à la fin des années 70, où est-ce qu'elle documentait un peu la vie dans les communautés lesbiennes. Et donc, ça m'a beaucoup influencée, ça m'a beaucoup donné le courage de commencer à faire le travail que je fais maintenant. Quand j'ai fait mon coming out, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai cessé de simplement dessiner les aventures des enseignants de 5e année à mon grand frère. On parle de 6 ans après. J'ai eu le temps de faire, de dessiner plusieurs boîtes de bandes dessinées à propos de ces enseignants-là. Mais c'est quand j'ai fait mon coming out que je me suis davantage intéressée à créer des personnages dans lesquels je pouvais me voir, un peu pour combler le vide que je ressentais à cet égard-là. Et ouais, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à créer des personnages trans, des personnages queer, des personnages LGBT.
des histoires que j'écrivais, mais aussi beaucoup de fanfiction. J'ai trouvé une communauté, en fait, en ligne, des communautés artistiques, mais également des communautés où est-ce qu'on partageait les mêmes passions sur des fandoms, par exemple. Et ça m'a vraiment montré à quel point c'était une nécessité de parler de ces histoires-là, de les raconter. C'est sûr que faire un coming out c'était quoi? C'était en 2001 à ce moment-là. Faire un coming out en 2001, c'était très différent d'en faire un en 2019, excepté que il y a toujours beaucoup de similitudes. Puis, c'est très difficile de dire ça a changé. Je pourrais pas exactement généraliser à ce point-là. J'entends toutes sortes d'histoires avec mon travail qui touchent énormément de personnes très marginalisées au sein même des communautés dites LGBT. Et vraiment, le genre d'histoire que j'entends, des fois, c'est tellement dramatique que c'est difficile pour moi de dire que les choses se sont vraiment améliorées. Moi, évidemment, j'ai dû changer d'école. Je recevais des menaces de mort, des choses comme ça. Faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'élèves à mon école ouvertement LGBT. J'étais une des seules. Et j'étais dans une relation à ce moment-là avec un garçon. Et c'était un fait public, apparemment. Et donc, c'est assez violent, mais il y a des choses qui ont changé nécessairement, surtout au niveau législatif, au niveau des protections que les personnes LGBT ont, mais au même moment, j'entends encore toutes sortes d'histoires de violences, de jeunes qui se retrouvent à la rue. Et donc, je ne pourrais pas généraliser à ce point-là. J'ai commencé à dessiner la bande dessinée qui m'a fait connaître il y a environ 5 ans. Tandis que j'étais à l'université, j'étudiais pour devenir enseignante au primaire et j'ai commencé à faire des bandes dessinées beaucoup pour ventiler de tout ce qui se passait dans les communautés à Montréal, tout ce que je vivais dans mon activisme. Ça faisait plusieurs années que je faisais de l'activisme à Montréal. Et j'ai vraiment ressenti le besoin de prendre une pause de l'activisme, de prendre du recul. Et donc, j'ai commencé à faire des bandes dessinées, surtout pour mes amis, eux-mêmes trans ou queer ou LGBT. Dans le but, en fait, de les divertir, de créer du contenu dans lequel mes amis pouvaient se reconnaître. Et j'ai mis ces bandes dessinées-là sur Internet. Et ça a rapidement, complètement dépassé les frontières. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça gagne autant en popularité. Dans les premières semaines, on parle de dizaines de milliers de visites sur mon site. Et donc, je ne m'attendais pas du tout à ça. Bon, j'ai continué à étudier et à travailler à temps partiel dans une école primaire en tant qu'enseignante. C'est mon travail d'enseignante qui a vraiment fait en sorte que j'ai commencé à écrire des histoires pour les jeunes comme ça, à les mettre sur papier, puis à les publier. Mais cette bande dessinée-là a vraiment ouvert beaucoup de portes. Et donc, après quelques mois, j'ai quitté l'école, j'ai quitté mon travail juste pour me consacrer à la bande dessinée. Et c'était quand même beaucoup trop gros pour ce que j'imaginais. Comme je disais, je me suis mise à recevoir du courrier et des messages de la part de jeunes trans de l'autre bout du monde, des gens qui se sentaient touchés par ma bande dessinée, par le fait que, pour une fois, des médias dans lesquels il y avait des personnages trans n'était pas simplement fait pour éduquer sur le sujet des enjeux trans, par exemple. À chaque fois qu'on voit une personne trans dans les médias, c'est toujours dans le but d'éduquer, c'est toujours dans une espèce de documentaire dans lequel on va s'attendre à ce que les personnes trans soient patientes, fassent juste
rien d'autre que déployer leur savoir et leur expérience pour illuminer les esprits, des choses comme ça. Et lorsqu'on est trans, surtout grandir en étant trans et voir que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui nous ressemble à la télé, c'est toujours dans une espèce de documentaire de vie sauvage. C'est vraiment intense à quel point ça peut être aliénant de constamment se voir à travers une lentille d'explorateur comme ça qui nous suit derrière avec une caméra en prenant des notes. Et donc, le fait que je fasse du contenu pour les personnes trans elles-mêmes, c'est quelque chose qui a vraiment touché beaucoup de gens de toutes sortes de manières. Et ouais, ça a complètement dépassé les frontières. Donc, en 2014, j'ai commencé Assigné Garçon, qui est mon webcomic, sur les médias sociaux surtout. Et c'est encore quelque chose sur quoi je travaille. Donc, je mets mon webcomic à jour 3 fois par semaine. Et donc, ça suit les aventures d'une bande d'adolescents queer et trans, donc qui vont simplement vivre des petites aventures quotidiennes. Et puis moi, quand j'étais jeune, quelque chose qui m'a beaucoup influencé, c'était le Club des Babysitters, qui était surtout des aventures vraiment, vraiment plates, vraiment très terre-à-terre. Et c'était quelque chose qui me faisait beaucoup de bien, surtout avec toutes les choses qui arrivaient dans ma vie. Je voyais beaucoup de docteurs, beaucoup d'experts comme ça qui étaient là pour aider mes parents avec ce qui se passait avec moi. Il y avait quelque chose... Mes parents pensaient que j'avais un débalancement hormonal ou quelque chose qui faisait en sorte que j'étais plus efféminée, des affaires comme ça. Et donc, c'était beaucoup à gérer pour moi, surtout avec toute la thérapie pour me masculiniser. Donc, je voyais plusieurs thérapeutes plusieurs fois par semaine juste pour me donner des cours sur comment parler comme un garçon ou bien bouger comme un garçon. C'est encore des choses... C'est très dévalorisant pour les jeunes. C'est encore des choses qui se font dans plusieurs pays, ici y compris. C'est sûr que ça atteint pas ça n'atteint pas la portée des thérapies de conversion aux États-Unis, qu'on voit aux États-Unis avec les électrochocs et tout ça. Mais c'est quand même quelque chose qui vise à te briser, en fait. Simplement de lire des histoires où il n'y a rien qui se passe, ou que c'est juste des relations qui se tissent, puis des amitiés comme ça à travers la vie de tous les jours. C'est vraiment quelque chose que je voulais faire, mais avec des jeunes trans et queer, des jeunes non conformes dans le genre, des jeunes qui sortent des stéréotypes, beaucoup. Et donc, c'est beaucoup ça que je fais à travers la bande dessinée. Il y a vraiment pas grand-chose qui se passe, mais c'est vraiment à travers les relations entre les personnages que les histoires se développent. À partir de là, j'ai publié plusieurs albums jeunesse, souvent basés sur les mêmes personnages. Et il y a 1 an et demi, il y a la maison d'édition Urtubis qui m'a approché pour faire une série de romans. Une série de romans à propos des personnages de ma bande dessinée. Et donc, le lancement du tome 2 vient de s'effectuer. Et il y en aura plusieurs autres après ça. Et c'était une opportunité pour moi de créer des plus longues histoires que ce dont je suis habituée à travers la bande dessinée, qui est très épisodique, qui ressemble beaucoup au format qu'on verrait dans un journal, par exemple. Et donc, c'est jamais des histoires très sérieuses, très compliquées, puisque j'ai juste 4 panneaux pour synthétiser tout ça. À partir de la bande dessinée en ligne, j'ai publié plusieurs bandes dessinées en format papier. Donc, c'est vraiment des compilations de la bande dessinée en ligne qui permet à des gens qui n'auraient pas accès nécessairement à Internet ou aux médias sociaux, par exemple les plus jeunes ou les plus vieux, en fait. Et ça leur permet d'avoir accès à ce matériel-là. Puis également, évidemment, ça me permet de payer mon loyer un peu plus.
Mais c'est surtout pour avoir un support papier lorsque je fais des tournées, étant donné que je suis souvent invitée à donner des conférences à travers le monde par rapport à mon travail. Et donc, c'est le matériel que j'amène en tournée. Je ne pourrais pas voyager avec des gros romans comme ça. Donc, les bandes dessinées, c'est le format parfait pour moi pour voyager. Et j'ai publié certaines histoires, certaines bandes dessinées seulement en format papier, de manière exclusive. Pas tant pour le format lui-même que pour le besoin que j'ai souvent de me retirer d'Internet. Il y a toujours beaucoup de pression sur le web. Pas juste de la part de cyberharceleurs, par exemple, mais simplement le fait que mon travail soit sur Internet, soit sur les médias sociaux, c'est toujours beaucoup... c'est une lourdeur à porter sur les épaules. C'est difficile de créer une distance entre ma vie personnelle et le travail à ce moment-là, étant donné que... comme par exemple, si mon travail est sur Facebook, eh bien, je vais être en train de travailler jusqu'à temps que je pose mon téléphone la dernière fois de la journée avant d'aller me coucher. Donc, c'est quelque chose qui est très épuisant d'être constamment en train de travailler sur Internet. Puis bon, j'ai mentionné le cyberharcèlement. C'est une réalité avec laquelle je vis quotidiennement. Donc, je reçois plusieurs menaces de mort par jour. Il y a des forums entiers dédiés à simplement m'espionner, me stalker. Il y a des gens qui font vraiment juste ça à longueur de journée. Il y a mes informations personnelles qui ont été leakées l'année passée, il y a un an et demi en fait. Mon adresse a été mise sur un forum néo-nazi, et donc il a fallu que je déménage. Plein de choses le fun de même. La première fois que j'ai rencontré d'autres personnes trans, ça a été pour moi une révélation. J'ai eu l'impression de retrouver ma famille élargie. D'ailleurs, j'ai fait mon coming out après m'être fait une amie trans qui elle-même m'a dit je pense que tu es trans. Puis, bon, oui. Mais c'est vraiment formidable de trouver un espace dans lequel on n'est pas l'exception, de simplement être capable de se reposer sans avoir peur du jugement ou de quoi que ce soit. Donc, ces communautés-là ont été, pour moi, essentielles. Et lorsque j'ai commencé la bande dessinée, je suis devenue amie avec plusieurs personnes trans qui faisaient de la bande dessinée. Et bon, rencontrer simplement des personnes trans, ça a été comme de trouver ma famille élargie. De rencontrer des personnes trans qui faisaient de la bande dessinée, c'est comme si je me trouvais une sororité, une fratrie. Donc, ça a été vraiment une révélation pour moi de me trouver autant à ma place. Et la plupart de mes amis proches maintenant sont d'autres artistes trans, d'autres artistes queer en général. Pour moi, c'est vraiment très important de faire partie de cette communauté-là où est-ce qu'on se supporte davantage, puisque on a souvent l'impression qu'il ne peut n'y en avoir une seule personne qui fait de la bande dessinée trans. Mais il y a tellement de diversité dans nos expériences, dans les histoires qu'on raconte, que pour moi, c'est essentiel qu'il y ait le plus grand éventail possible d'histoires. Le travail que je fais, c'est beaucoup pour m'assurer que le plus grand nombre de gens aient accès à des histoires dans lesquelles ils peuvent se reconnaître. Et donc, qu'il y ait le plus grand nombre de créateurs qui participent. Pour moi, c'est vraiment important. Et donc, étant donné la visibilité que mon travail a, c'est important pour moi de promouvoir d'autres artistes qui font un travail similaire. Et on est vraiment une petite famille, donc c'est vraiment formidable de travailler ensemble. J'ai participé à plusieurs collaborations avec d'autres artistes queer et trans. J'ai moi-même initié certains projets, donc c'est quelque chose que je veux continuer à faire dans le futur.
Autrement, il y a le fait que mon travail se démarque beaucoup du lot, étant donné que c'est de la fiction. Il y a beaucoup de pression sur les personnes trans en général, mais surtout sur les artistes et sur les personnes qui font de la création, de parler de leur propre expérience. Évidemment, c'est assez traumatisant encore aujourd'hui de grandir en étant trans avec toute la violence que ça apporte, de constamment, de vivre tous les jours avec la quantité de blagues transphobes qu'on voit à la télévision. C'est assez phénoménal. Alors, lorsqu'on y prête attention, c'est très difficile de trouver juste une série télé où est-ce qu'il n'y aura pas à un moment une blague transphobe. Et donc, c'est souvent un défi de ne pas être traumatisé par ça. Et je crois qu'il y a beaucoup de créateurs, de créatrices qui ressentent le besoin de parler de leur propre expérience, et ce qui est tout à fait valide, ce qui est tout à fait légitime, excepté que, bon, moi, je fais de la fiction, et je crois que c'est également quelque chose dont les gens ont besoin, surtout lorsqu'on fait partie d'une communauté marginalisée, de pouvoir simplement se projeter dans l'imaginaire collectif à l'aide de la fiction. J'ai commencé à être invitée à donner des conférences, à participer à des discussions à l'international en 2015, il y a 4 ans, surtout invitée par des groupes LGBT, des associations trans, des choses comme ça à travers le monde, pour rencontrer mon lectorat, pour parler de mon travail. Et simplement rencontrer le public en général. Je réponds surtout à des invitations et donc je fais beaucoup de tournées. Pas tant de promotion que simplement de répondre à toutes ces invitations-là. Je crois que ça démontre très bien à quel point c'est important pour nos communautés d'avoir accès à des ressources qui ne sont pas simplement pédagogiques, de pouvoir avoir l'impression qu'on participe justement à la fiction de la société. Puis, non, je crois que c'est surtout pour ça que je reçois autant d'invitations. J'ai voyagé dans une vingtaine de pays. Mon travail a été traduit dans une quinzaine de langues. Et c'est quand même incroyable de revenir au Québec. Je suis pas ici souvent. Mais de revenir ici après des tournées comme ça, où est-ce que j'ai donné des centaines de conférences, j'ai parlé dans la plupart des universités prestigieuses du monde. Et je reviens ici et les gens sont comme juste « Ah, salut Sophie, t'es revenue! Et c'est souvent un choc pour moi de revenir à une vie plus terre-à-terre, plus normale, alors que la vie en tournée, pour moi, c'est très intense. Et donc c'est quand même drôle de revenir ici. Et les gens ne se rendent pas compte à quel point le travail que je fais va avoir de portée à l'international, surtout auprès des communautés LGBT et trans. Je m'étais présentée aux élections en 2013, après avoir fait, comme je disais tout à l'heure, beaucoup d'activisme. Et c'était la première fois qu'une personne trans out se présentait aux élections. Et donc, ça avait fait beaucoup jaser à l'époque. Mais oui, c'était surtout pour moi important d'avoir l'opportunité comme ça de parler des enjeux trans dans les médias davantage. Et je m'étais présentée beaucoup en désaccord avec la Charte des valeurs du Parti québécois. Donc, c'était le gros débat à l'époque. Un peu après le printemps étudiant, dans lequel j'étais très impliquée. D'ailleurs, j'ai un seul tatou sur mon corps et c'est un carré rouge. Donc, ça me rappelle des souvenirs à chaque fois que je le vois à cette heure. C'est là où on en est rendu. J'ai été un peu désabusée par après avec les résultats justement de tout cet activisme-là. J'ai beaucoup l'impression que mes bandes dessinées
font une sorte de travail activiste d'une certaine manière, dans le sens où simplement le fait d'avoir quelque chose qui a comme objectif de donner du courage aux personnes trans, pour moi, c'est déjà très important et ça a beaucoup de valeur pour beaucoup de gens. J'espère pouvoir continuer la bande dessinée en ligne le plus longtemps possible. Comme je disais tout à l'heure, c'est beaucoup de pression d'avoir mon travail sur Internet. Mais pour moi, la bande dessinée, ça reste une passion. J'ai encore beaucoup de plaisir à me lever le matin et passer la journée à dessiner. Et j'espère pouvoir continuer à faire de la bande dessinée, peut-être en dehors d'Internet, mais c'est certain que je vais vouloir faire ça dans ma vie de tous les jours. Il y a évidemment la série de romans qui se poursuit. Donc, dans les prochaines années, ça va être encore les mêmes choses que présentement, excepté peut-être un peu moins de tournées. Il faut que je me pose un petit peu. Ça fait maintenant presque 4 ans que je suis constamment sur la route. Je ressens le besoin de rentrer à la maison. Maintenant, j'habite en Europe maintenant, donc avec mon copain qui est européen. Et donc, ouais, simplement passer plus de temps à la maison, c'est mon objectif principal pour la prochaine année. Mais dans le plus long terme, j'espère faire un roman graphique de plus longue haleine. Donc, la bande dessinée en ligne, évidemment, c'est quelque chose qui me donne une certaine satisfaction très instantanée, dans le sens où la publication épisodique fait en sorte que la rétroaction de mon lectorat est instantanée. Et donc, de m'asseoir et de travailler sur un projet comme ça de plusieurs centaines de pages, c'est quelque chose à quoi je suis plus vraiment habituée, même si la plupart des histoires que j'ai écrites dans ma vie, c'était des plus longues histoires. Et donc, je souhaiterais retourner à ce format-là. Mais ça impliquerait de prendre une grosse pause d'Internet également. Et ça, je ne suis pas certaine je suis pas certaine que je puisse le faire présentement. Jamais pour vrai, jamais pensé. Jamais.